Mes parents sont séparés à ma naissance. D'accord. Mais jusqu'à 13 ans, je l'ai pas su. Ça m'a un petit peu anesthésié mon intuition, mon côté justement rêveur ou qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je me retrouve pendant mon service militaire à faire des études de marché pour l'aéroport de Liège. Et puis là, crise du Golfe. 2 ans plus tard, en fait, j'en ai écrit un premier livre. Et puis c'est comme ça que j'en suis venu à écrire des livres, à faire des conférences. Et ça m'aide vraiment justement à retrouver ce socle de la relation à soi. C'est comme ça 10 ans après que j'ai eu l'idée de monter le spectacle. De permettre aux gens de prendre conscience de l'importance de cette petite voix et de lâcher notre colère, ou de lâcher la tristesse qu'on a chacun en nous. Bienvenue sur Outception, les meilleures stratégies de motivation. Je suis Cécile, maître praticien en programmation neurolinguistique, spécialisée dans l'optimisation de la performance. Et au quotidien, je vous emmène à réaliser vos objectifs. Je reçois ici des personnalités inspirantes aux environnements complètement différents, avec un trait commun, la faculté de pouvoir accéder à leurs rêves les plus fous. Comment font-ils pour identifier leurs peurs, modifier leur schéma de pensée et passer à l'action? Retrouvez Outception sur votre plateforme favorite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode Big State d'Outception, je t'en prie. Oui, le podcast où on parle ici de stratégie, de motivation. Et j'ai le plaisir de recevoir Paul aujourd'hui. Paul, comment ça va? Bien, et toi, Cécile? Mais écoute, je suis ravie de te recevoir. Très chouette de se revoir. Sur Cannes, avec un petit peu de soleil, pas trop. Non, pas beaucoup. Mais ce n'est pas l'objet de notre question aujourd'hui. Paul, on te connaît pour ton one-man show, ta reprise de Mars, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, que tu performes depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années même, ou plus, je crois, de 2 millions de spectateurs sont venus te voir. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de te recevoir pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à un moment donné pour que de ce créateur d'une compagnie aérienne, si je ne me trompe pas, on arrive à quelqu'un qui est sur scène et qui fait rire les gens. Et la première question que je vais te poser, Paul, c'est ce petit Paul qui a 5, 6, 7 ans. Si on lui pose la question de qu'est-ce qu'il veut faire quand il sera grand, c'est quoi son rêve? Il n'en savait rien. Il n'en savait rien. Et il en a pas su pendant longtemps. C'est vrai? Ouais. En fait, j'étais un petit peu anesthésié dans toute mon enfance par rapport à mon histoire personnelle. Mes parents sont séparés à ma naissance. D'accord. Mais jusqu'à 13 ans, je l'ai pas su. Ma mère m'a juste dit, papa travaille trop loin, il ne peut pas rentrer tous les soirs à la maison. Mon père venait le samedi après-midi, passait quelques heures et puis il repartait travailler. Et donc, dans ce mensonge-là, je savais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, mais je savais que je pouvais pas poser, il y a une partie de moi qui savait qu'il pouvait pas poser les questions. Donc, ça m'a un petit peu anesthésié mon intuition, mon côté justement rêveur ou qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, etc. Tout ça était un peu inhibé, je pense, par rapport à cette histoire. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je portais des lunettes, par exemple. D'accord, et après plus de lunettes. Ça, c'est rigolo. Donc, c'était assez marrant. C'est rigolo. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, si je te pose la question de te remémorer, des souvenirs de ton enfance, il va se passer comme quelque chose d'un peu moutonneux quelque part. Enfin, est-ce que tu as des souvenirs qui sont clairs ou est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu ta vie un peu comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose? Non, j'ai quand même des souvenirs clairs de mon enfant. Mon premier, c'est marrant. Je pense qu'un de mes premiers souvenirs d'enfant, c'est un flash. C'est que mon père est venu en vacances et je me vois m'accrocher à des barreaux d'une terrasse où on allait en vacances depuis que je suis né et je me vois accroché à ces barreaux-là. Donc j'imagine que je devais être très très petit. Je pense qu'il est venu juste quand je devais avoir 1 an ou quelque chose comme ça. Donc j'ai un espèce de flash de ça. Après plus grand chose jusqu'à mes 6 ans peut-être, l'entrée au CP, en première primaire en Belgique. Donc tu vis une enfance comme assez classique. Ouais, je rentre dans une chorale. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc je chante une heure par jour après l'école, une demi-heure à midi, une demi-heure le soir dans cette chorale. Et c'est marrant parce que là j'ai fait des opéras notamment parce que c'était un peu les petits chanteurs la Croix de Bois en Belgique. Et donc c'était quand l'Opéra national de Belgique, la Monnaie avait besoin de chœurs d'enfants, ils venaient chercher chez nous.
enfin dans la chorale. Et donc j'ai fait quelques opéras. Donc c'est marrant parce que la scène, j'ai marché sur les planches à 8-9 ans, mais j'imaginais pas en faire un métier. Enfin c'est pas de là que je me suis dit tiens il faut que j'aille sur scène absolument quoi. C'est pas du tout le. Alors comment on y arrive à ça finalement? Et on y arrive, donc études classiques, école de commerce et d'ingénieur, et puis à la sortie de mon école, je sais pas très bien quoi faire. Enfin, je choisis ces études-là parce que c'est les plus généralistes, mais j'ai pas une passion particulière. Justement, à 18 ans, à la sortie de l'école, je me dis pas tiens, j'ai envie de faire ça ou ça. Donc, je fais les études les plus qui a les plus gros débouchés, j'imagine. Et puis là, de fil en aiguille, je me retrouve pendant mon service militaire à faire des études de marché pour l'aéroport de Liège, qui cherchait à développer l'aéroport, parce que on était en 88, il y avait le 1er janvier 93 à l'horizon l'abolition des monopoles nationaux, et donc la possibilité pour les aéroports régionaux de développer des vols réguliers au départ de leurs aéroports. Et donc, dans cette mouvance-là, je commence à faire des études de marché et puis on tombe sur un investisseur qui dit, bah tiens, j'ai envie de développer ça et puis toi, t'as l'air sympa et tout, tiens, vas-y, on y va. Vas-y. On marche ensemble. Et on est marché ensemble et donc c'était un homme d'affaires suisse et donc bah, c'était génial parce que j'ai eu toute la latitude pour créer une compagnie aérienne en achetant les avions, en engageant les pilotes, enfin toutes les permis d'exploitation et tout ça. Donc c'est quand même un gros boulot et tout ça. Exactement. Et c'est un gros challenge. Et donc c'était assez passionnant pendant 4 ans. Et puis là, crise du Golfe en janvier 91, et il y a une énorme crise dans tout le transport aérien, et donc ce qui a amené en fait au fait que j'ai pas été capable de surmonter cette crise-là, puisque toutes les grosses compagnies étaient subventionnées par les États, mais nous on était encore privés, encore un petit peu trop fragiles pour dépasser cette crise-là. Et donc janvier 92, dépôt de bilan. Et donc à 30 ans, je me retrouve au chômage, en me demandant un peu ce que j'allais faire de ma vie après cette première expérience qui avait été assez incroyable. D'un côté, j'étais confiant parce que je me disais, un petit mec comme moi, avec les diplômes que j'ai, avec l'expérience professionnelle que j'ai acquise en peu de temps, normalement, ça devrait rouler. Mm-hmm. Et en même temps aussi, j'avais vu les limites de ce système dans lequel j'étais. Et j'avais pas spécialement envie de passer toute ma vie là-dedans. En fait, j'ai eu la chance de vivre en quelques années ce que beaucoup de gens n'ont peut-être même pas l'occasion de vivre dans toute leur vie professionnelle. Et donc j'avais vu les limites de ce système politico-financier, etc. Toutes les magouilles qu'il peut y avoir, enfin les jeux de pouvoir, d'intérêt, etc. Et je me demandais s'il n'y avait pas une autre manière de faire. Et ça m'avait aussi un petit peu quand même touché de me dire qu'il fallait... j'ai dû licencier 50 personnes. Ça n'a pas dû être quelque chose de facile non plus. Non. C'était vraiment très difficile pour moi de faire ça. Je me dis, j'ai envie de trouver un métier où j'ai pas à devoir prendre le risque de refaire ça. Exactement. Alors, c'est un peu l'une des raisons pour laquelle je t'ai fait venir aujourd'hui, puisque ton histoire, je la connais un petit peu, puisqu'on se connaît dans d'autres circonstances. Et tu le racontes très très bien dans ton livre, La parabole du kayakiste. Donc on va pas refaire tout le bouquin. Je vous invite à le lire. C'est une très belle expérience de lecture et d'apprentissage de soi. Et tu nous parles en fait finalement de ce confort, de cette pyramide de Maslow que tout le monde connaît peut-être, ou ne connaît pas, mais on va discuter. Et comment finalement, à ce moment-là où tu te retrouves avec un plan de carrière, enfin tout ce qui a été bien pour toi, avec j'imagine le confort financier, relationnel, et finalement cette confiance éventuellement que tu peux développer par rapport à cette pyramide-là. Et au moment où tout s'écroule, c'est là où tu nous expliques, et c'est ce que tu étais en train d'expliquer, que finalement être aligné, rechercher peut-être quelque chose de plus profond en soi, c'est ce qui peut t'amener à autre chose. Ouais. En fait, la pyramide de Maslow, en fait, je pense qu'on a tous grandi ou été éduqués dans l'idée que la première étape, il faut faire de belles études, comme ça tu peux retrouver un emploi. Avec cet emploi, tu peux avoir le confort, acheter ta maison, etc. Avec ton CDI, grâce à ça, tu peux avoir le confort financier ou la sécurité financière. Une fois que tu as ça, mais tu peux fonder une famille qui serait évidemment heureuse puisqu'elle pourra jouir de cette sécurité-là. Et puis toi, tu peux être fier de toi si jamais tu réussis à développer ça. En fait, et même dans l'enfance, tu peux être fier de toi si tu as des bonnes notes, tu es fier de toi si il se passe ça et ça et ça. Enfin, c'est jamais sois fier de toi et puis fais ce que tu peux. La confiance en soi, l'estime de soi est toujours dans l'éducation qu'on a pu recevoir, doit découler d'une bonne action qu'on fait ou de quelque chose. C'est pas un truc qui est acquis en fait dès le départ.
Et donc ça, c'est la conséquence. En fait, tu arrives si jamais tu y es. Et donc j'ai grandi là-dedans. Et puis c'est vrai que dans tout mon parcours, ma compagnie aérienne, j'ai eu assez vite le socle de cette pyramide. Et normalement, je devais être heureux puisque c'est comme ça que j'avais été éduqué comme ça, mais en fait, je ne l'étais pas. Et ça m'interpellait. Alors une partie de moi me disait, il faut que j'ai un plus gros salaire, encore une plus belle voiture ou des avions encore plus grands. Donc toujours dans l'idée de se dire peut-être que mon socle n'est pas encore assez solide pour que je puisse être heureux, puisqu'on m'a dit que c'est ça qui me rendait heureux. Peut-être que j'en ai pas encore assez. Et donc j'avais pas pensé qu'il fallait peut-être passer de niveau, mais toujours été resté coincé là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas spécialement ça qui allait me rendre heureux, que c'était plutôt justement la qualité de la relation qu'on a avec les autres, c'est l'amour qu'on partage en famille. Enfin, c'est tout ça qui nous rend plus heureux qu'un compte en banque bien fourni. Même si évidemment, je dis pas que l'argent n'est pas important. Hein. C'est évidemment c'est très très important, mais il y a plein de gens qui sont très riches qui sont pas heureux. Donc si l'argent faisait le bonheur, toute personne riche serait heureuse, ce qui est loin d'être le cas. Donc c'est qu'il y a quand même peut-être un questionnement à avoir par rapport à tout ça. Et puis je me suis rendu compte, justement, à un moment donné aussi, qu'en fait, il y avait quelque chose qui était encore plus important que la relation qu'on a avec les autres, c'est la relation qu'on a avec soi. Et que, en fait, la société des 30 glorieuses nous a poussé à construire cette pyramide de Maslow, mais qui, en fait, est comme ça. Mais en fait, non, elle est dans ce sens-là. Et le problème, ça marche, la pyramide de Maslow, pendant toutes les 30 glorieuses, le plein emploi, tout ça, ça fonctionne, sans que ça marche, ça marche. Mais le problème, c'est que ça ne marche que si ton socle est garanti. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que à 30 ans, mon socle, j'ai perdu mon socle. Et donc, c'est toute ma pyramide qui s'est écroulée. En fait, je perdais bien plus qu'un salaire. En fait, c'était toute ma vie qui s'effondrait parce que la moitié de mes relations provenaient de mon environnement professionnel. Donc, et l'autre moitié de mes relations que j'avais pu contacter, tout que j'étais à agrandir ma parcelle, eux, ils avaient changé de numéro. Et puis, le truc, c'est que je m'étais tellement identifié à mon poste de PDG que j'en étais venu évaluer ma valeur personnelle proportionnelle à mon salaire. Et là, tout d'un coup, comme je ne gagnais plus rien, mais je valais plus rien à mes yeux. Et c'est le drame de plein de gens qui ont construit leur vie par rapport à leur carrière, par rapport à l'extérieur, par rapport à une belle maison, à une vie de femme, enfin n'importe quoi, à une belle façade. Mais si jamais la façade tombe en ruine, il n'y a plus rien derrière. Et c'est là où j'ai eu ce questionnement-là en me disant, mais peut-être que ce serait intéressant de reconstruire ma pyramide à l'endroit. Et comment ça s'est passé à ce moment-là? Parce que j'imagine que peut-être moralement, on n'est pas dans une énergie très forte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, là, j'ai commencé à faire du sport déjà. Je me suis remis au sport. Enfin, j'aime beaucoup le sport. Ça, je me suis remis à faire du vélo. Donc ça. Et puis j'ai commencé à lire aussi pas mal de bouquins, notamment un qui m'a beaucoup touché et parlé, qui est un livre d'Eric Fromm qui s'appelle Avoir ou être. Et que justement m'a fait commencer à mettre des mots sur ce que j'étais en train de vivre, de ressentir, etc. Et puis une partie de moi était quand même dans l'idée de retrouver un CDI classique, normal et tout, parce que voilà, comme ça que j'avais grandi, mais il y a une partie de moi qui résistait par rapport à ça. Et puis la vie de nouveau fait que en changeant progressivement un petit peu mes croyances, en m'ouvrant à d'autres possibilités, je suis tombé sur une petite annonce dans la vente directe. J'aurais jamais pris en compte cette petite annonce si j'étais resté dans ma cloisonné dans ta direction dans mes croyances initiale, et dans mes stats. Mais et j'ai vu un enthousiasme par rapport à ça, etc. Tous les gens de mon entourage disaient mais c'est fou, c'est illégal, etc. Mais moi je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans à explorer. Et donc je suis parti dans cette voie-là. Et cette voie-là, 2 ans plus tard, en fait, j'en ai écrit un premier livre. Et puis c'est comme ça que j'en suis venu à écrire des livres, à faire des conférences, etc. J'étais toujours passionné par l'évolution de la société. En fait, ça peut-être un des trucs. Tu vois, quand j'avais 17-18 ans, j'avais lu des bouquins sur il y avait la troisième vague, Alvin Toffler qui avait écrit des bouquins de prospective et tout. En fait, Prométhée empêtré aussi d'un Français. Donc il y avait, j'aimais bien comprendre un peu le monde dans lequel j'étais. J'ai toujours été assez curieux par rapport à ça. L'évolution des manières de penser. L'évolution aussi, des manières de penser, de vivre, de comment faire. Essayer d'être un petit peu, d'avoir une vue un peu d'hélicoptère par rapport une position méta, on dirait. C'est ça, au monde dans lequel on est. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit ce premier livre, ce premier petit bouquin. Alors, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Bon, moi, je connais l'histoire, mais peut-être que tu la raconteras certainement même mieux que moi. Peut-être. C'est
parce que dans ce thème, cette thématique de stratégie de motivation, et toi-même, tu sais, puisqu'on partage certains ateliers ensemble dans d'autres sphères, on rencontre des gens qui ont énormément de croyances sur leur capacité ou sur leur état d'être tout simplement, et qui n'osent pas, pour diverses raisons, se mettre en action parce qu'ils pensent qu'ils vont pas y arriver. Comme ils vont pas y arriver, il y a pas d'action, il y a pas de comportement, etc. Et toi, en fait, ton histoire, elle est assez dingue, puisque, enfin, j'ai trouvé ça fou. Je crois que tu participes à un séminaire, une conférence de John Gray. Tu tombes amoureux plus ou moins du livre, en tout cas de la façon de penser, j'imagine. Ouais. En fait, c'est comment tu vas aller chercher ces droits-là. C'est hyper inspirant. En fait, donc je fais dans ce parcours, donc je suis en questionnement, etc. Je pars dans la vente directe. Là, je fais pas mal de séminaires justement de formation de développement personnel. J'ai été marcher sur les braises, des trucs comme ça, tu vois, un peu pour. D'accord. J'ai fait tout le parcours, et donc et ça m'aide vraiment justement à retrouver ce socle de la relation à soi. Vraiment de construire mon socle. J'accepte de prendre le risque de pas mettre l'argent en premier. Ça m'a valu parfois de pas savoir comment j'allais faire le plein d'essence à la fin du mois, des choses comme ça. Mais dans cette énergie-là, en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que il y a des choses qui se passent qui ne se passeraient pas si on n'était pas dans cette logique-là. Il y a je crois que c'est Will Murray, le premier alpiniste écossais qui a gravi l'Everest, qui explique que tant qu'on n'est pas engagé, il y a toujours une porte de sortie possible, etc. Alors que quand on s'engage, la Providence met en route et des choses se passent qui ne se seraient jamais passées si on n'était pas engagé. Et je crois que ça, moi j'y crois, c'est vraiment une de mes croyances profondes je partage complètement ta croyance là-dessus. Mais le truc, c'est qu'il faut oser s'engager, et c'est pas évident. Mais à un moment donné, en fait, quand j'ai plus d'argent, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. Et une partie de moi, en fait, qui voulait arriver là, je me rends compte vraiment, comme ma mère avait toujours été, attention, l'argent ici et là tout le temps, mais il faut pas trop ci, pas trop là, tout le temps là-dessus. En fait, la peur de manquer nous empêche de vivre. Exactement. À un moment donné. Et je me suis dit, j'y vais, je vois où ça me donne, mais je fais confiance à la vie, à moi, je sais pas pourquoi, comment. Je pense que j'avais quand même ce socle de confiance en moi quand même, qui peut venir du fait de, justement, ma naissance est un peu où on a tous nos naissances, mais dans mon histoire personnelle, hein, c'est que ma mère voulait absolument un garçon. J'ai 3 grandes sœurs. Et donc, je suis né, déjà, mon père et ma mère, ça allait pas trop ensemble, mais ma mère a insisté encore un petit peu une dernière fois, pour essayer d'avoir son fils. Et donc, je pense que cette idée-là de me dire, je suis venu, j'étais pas prévu et tout ça, je suis là, voilà, faisons-en quelque chose. Je crois que ça m'a donné peut-être cette petite confiance qui fait que je me lance, quoi. Alors, est-ce que tu dirais, parce que moi je connais la chute, mais tu vois cet engagement, enfin pour moi je partage exactement vraiment cette croyance-là, que tant que tu n'as pas vraiment le profond engagement, la profonde intention. Enfin, je dis souvent aux personnes que j'accompagne, le matin quand on se lève, si on se dit qu'on va passer une journée compliquée, il est évident que la journée va être compliquée. Non pas parce qu'il se passe des choses, mais parce que votre inconscient, il se dirige vers ce qui va pas plutôt que ce qui va bien. Alors que si on dirige notre inconscient, en se demandant le matin, je me demande ce qui va nous arriver de chouette aujourd'hui, de fou, quelle opportunité je vais découvrir. On va envoyer des messages à notre inconscient pour aller chercher vraiment ce qui se passe et ce qui va bien. Et peut-être qu'il nous arrivera des choses pas bien, mais en l'occurrence, on les verra ou peut-être pas, ou alors on saura rediriger notre esprit sur quelque chose qui va bien. Bref. Ou on les interprète d'une autre manière aussi. Exactement. Et dans ton bouquin, donc du coup, je fais un tunnel comme ça, ou un peu, peu importe ce que tu veux, une passerelle. Tu parles de l'intention. Je reviendrai quand même sur John Gray et la façon dont tu t'es... on n'a pas fini. Non. Mais tu parles de quand tu cherches une place pour te garer. Mais... Tu dis, pour toi, il y a toujours une place pour toi. Ouais. En fait, pour moi, toi, c'est au niveau de l'inconscient, c'est fait partie des systèmes de croyances que tu connais par cœur. Moi, je vois ça comme une paire de lunettes que l'on porte. Si ta paire de lunettes, c'est la journée va mal se passer, tu vas voir tout ce qui va arriver à travers ce filtre-là. Si tu dis la journée va bien se passer, c'est pas que les choses vont peut-être pas être différentes, mais tu vas interpréter de manière différente. Ou je pense que tu vas aussi voir des choses différentes. L'histoire, tu connais l'histoire de mon père, où j'étais un jour
en voiture. Et lui, pour lui, il me dit, moi, on va pas aller là, il y a jamais de place de parking. Moi, pour moi, il y a pas. Quand j'arrive quelque part, elle est où ma place? Et puis je regarde un petit peu, je fais. Mais le truc, c'est qu'en sachant ça, je suis attentif à plein de signaux que lui ne voit pas. Parce que moi, je vais regarder quelqu'un qui se promène en rue avec les clés. Je vais essayer de voir s'il y a un clignotant qui est dans une rue. Enfin, et peut-être que je vais faire 3 fois le tour. Je vais peut-être aller tout d'un coup, je vais me dire je vais à droite, alors que normalement je devrais aller à gauche. Enfin, il se passe. Enfin, mais je suis attentif à tous ces petits signaux-là. Et souvent, alors c'est pas tout le temps et de ça, mais souvent il y a la place, elle est quelqu'un qui part devant ou il y a quelque chose. Et ça marche qui se pour passe. tout en réalité. Et ça marche exactement. C'est juste un petit exemple, mais je pense que et donc en fait, nos croyants, nos paires de lunettes nous font voir ou non ce que l'on croit. C'est comme ça, quelqu'un qui pense qu'il est nul, il ne va voir que des choses qui vont renforcer cette croyance qu'il est nul. Alors toute la question, c'est de changer la croyance. Alors comment on le fait? C'est un gros travail d'accompagnement justement avec des personnes comme toi ou quoi, justement tu peux commencer à t'ouvrir. Mais tout le travail de fond, en fait, c'est d'essayer d'adapter les croyances que tu as aujourd'hui par rapport à des croyances qui est peut-être utiles il y a quelques années, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, c'était un véritable travail important d'ajustement en fait de nos croyances, parce que de nouveau, toute l'idée, c'est de partir de soi. Une fois que tu es clair dans toi, les relations viennent, etc. Les choses sont plus fluides, et puis l'argent est une conséquence, et ce que tu peux avoir, c'est la conséquence de l'énergie que tu développes, mais c'est plus le but en soi. Et dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est essentiel aujourd'hui de revenir à cette nouvelle pyramide de Maslow. Complètement. Si tu n'avais pas eu cette croyance que c'était possible à un moment donné de prendre contact avec John Gray d'une manière ou d'une autre, tu ne te serais pas mis en mouvement. Non. Ouais. Tu peux nous expliquer comment t'as fait? Parce que c'est comment assez fou. J'ai fait Bah oui, c'est assez fou quand même, il faut le dire. Donc j'assiste à une conférence, c'est aux États-Unis, j'assiste à sa conférence et j'adore ce que j'entends. Mais j'adore ce qui est je l'adore de nouveau par rapport à mon histoire personnelle. J'adore par rapport à ma relation à moi, tu vois, par rapport à ma blessure d'enfant, par rapport au fait justement pour moi la relation de couple, c'était un truc qui était hyper important. Tu vois, c'est pas juste j'aime bien, je pense que je peux faire de l'argent avec ça. Si ça avait été juste cette motivation-là, jamais j'aurais fait tout ça. Mais donc je l'entends et ça rentre vraiment au fond profondément. Là-dedans. Et là, il y a 1500 personnes dans la salle, je vais acheter les livres et les cassettes à la sortie, je rentre en Europe, en France, je commence à écouter ça en boucle, et je me dis, mais ça monte en moi, je me dis, j'ai envie de diffuser ces idées en français, je trouve que c'est marrant, c'est drôle et tout, mais je suis pas psy, j'ai rien, je le connais pas, je l'ai jamais vu et tout, comment je vais faire? Je me dis, si j'envoie une lettre, alors il n'y a pas encore d'internet à l'époque, donc si il y avait au bas de son bouquin, il y avait une adresse, je dis si j'envoie une adresse à un truc, il va me dire bon, donc j'essaie d'être déjà un peu créatif, tu vois, dans l'idée, je me dis, je vais envoyer une cassette audio, donc je demande j'ai envoyé une invitation à quelques copains, venez m'écouter, j'ai un truc à vous dire, ne vous posez pas de questions, juste venez tel jour, trailer, j'avais loué une salle d'hôtel à Bruxelles. Et et en fait je fais ça pour avoir la cassette et je me dis au moins si je lui envoie la cassette ce sera peut-être plus crédible déjà qu'il voit que je peux déjà parler un peu en public ou que et donc je lui envoie cette cassette et puis 15 jours après un mois après je reçois une réponse. Il y avait dans son staff, il y a quelqu'un qui parlait français qui me dit c'est intéressant justement, John Gray développe des possibilités peut-être de diffuser ces messages-là aux États-Unis, donc venez. Et donc je suis retourné, j'ai été me former auprès de lui. Et donc j'ai commencé à faire des ateliers, des séminaires là-dessus et tout ça. Et ce qui est chouette, c'est que, juste pour comprendre justement l'approche, comme l'approche est fondamentale pour moi, c'est qu'il y avait, j'ai été là-bas, il y avait 20 Américains, un Suédois, un Allemand et moi, pour cette formation. L'Allemand, lui, il dit, donc en fait John Gray, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis des cassettes vidéo, un format de 8 heures, 4 fois 2 heures. N'importe qui peut mettre la cassette et puis il y a des petits exercices après pour animer la réunion, parce qu'en fait il y avait plein de gens comme moi qui avaient lu le bouquin, qui avaient envie de diffuser ça, et lui s'est dit apprendre à tout le monde sur le contenu c'est compliqué, mais si on met une cassette au moins le message reste cohérent quoi. Et moi, quand je vois ça, je dis, mais je vais pas aller mettre la cassette d'un Américain dans un hôtel à Paris ou quoi, les gens vont se foutre de ma gueule. Enfin, donc moi, je dis, moi, je vais le faire moi-même.
Mais par contre, l'allemand à côté, lui, il dit, moi, je vais traduire les cassettes, je vais mettre n'importe qui, 20 formateurs dans 20 hôtels différents, comme ça va me faire plein de blé. En fait, c'était l'intention, c'était l'approche. Sauf que lui, ça a jamais marché. Et moi, j'ai commencé dans mon hôtel avec la première fois 7 personnes, et j'ai parlé de tout ça. Et puis, ce qui a été, de nouveau, toi, c'est là où la force de l'intention est importante, c'est que, au bout de 3 ans, il y a Envoyé spécial qui m'appelle. Et Envoyé spécial qui est plutôt investigation, plutôt à trouver aller chercher les scandales quand même dans l'idée. Bien sûr. Et il voyait le business de John Gray, le succès du bouquin de John Gray et tout ça. C'est quoi ce truc-là? Ou là, des formations, c'est qui ce type-là? Il est pas psychologue et tout. Donc tout ce qu'il faut pour faire un bon bad buzz. Et donc là, quand j'ai l'appel, je me dis ok, bon ça maintenant c'est terminé mon truc. Et heureusement, et la journaliste était incroyable, c'est qu'elle a vu fondamentalement ce que je faisais. Et en fait, elle a compris mon message, mais parce que j'étais suffisamment ancré pour que ce soit crédible à ses yeux, tu vois, même aux yeux de quelqu'un qui était un peu méfiant. Et pour finir, elle a transformé ce qui devait être commandé comme un reportage à charge de 13 minutes. Elle m'a fait un reportage en allant filmer des gens pendant 52 minutes avant, pendant et après l'atelier pour voir les conséquences qu'il y avait eu et tout. Génial. Et elle avait de la bouteille parce que elle s'est fait engueuler. La rédaction en chef et tout ça a dit mais non, ça ne passe pas, tu dois diffuser comme on avait dit et tout. Donc elle a vraiment résisté. Enfin, heureusement, j'ai eu c'est la chance. Enfin, c'est le hasard ou le destin, ou on l'appelle comme on veut. Ouais, la chance ou la chance provoquée par les événements et les actions. Et aussi parce que j'étais centré par rapport à ça. Et donc ça a été et ça a fait une belle pub aussi, tu vois. Donc ça a vraiment pu lancer et en fait, chaque fois que les gens voyaient ça ou m'entendaient dans les entreprises et tout ça, me disaient mais j'aimerais bien que mon frère, ma sœur ou même mon mari, ma femme, etc. entendent ça. Mais une conférence, t'as pas envie. Une conférence sur le couple, tu dis que tu dois être en crise, enfin c'est moins, c'est pas très sexy. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et beaucoup de gens me disaient aussi, c'est marrant ton truc, on a autant rigolé qu'à un spectacle. Enfin, donc et c'est comme ça, 10 ans après, que j'ai eu l'idée de monter le spectacle. Alors, on va parler un peu technique. Enfin, on va essayer, pas trop, mais bon. Comment ça se manifeste, en fait, dans tes pensées? Tu sais, enfin, je dis ça parce que il y a des personnes qui vont, donc en parlant de freins ou de croyances, etc., qui vont se raconter des choses. Non, je peux pas, non, ou alors qu'ils vont s'inventer un film. Ils vont s'imaginer dans une situation, en pensant à un projet qu'ils voudraient mener, ils vont mentaliser tout ce qui pourrait arriver de pas bien. Toi, comment ça marche? Non, moi j'ai l'idée, je le fais. T'arrêtes ton système de pensée. Ouais. Il y a, alors, je fais la référence à Fanny, j'espère que je vais pas écorcher son nom, je crois que c'est Nussbaum, qui dit qu'en fait, on commence à se mettre à l'action à partir du moment où on arrête de penser. Parce que finalement, on crée tout un système de croyances liées à notre système de pensée qui vont potentiellement nous mettre en frein, alors que si on reste vraiment sur notre système un peu reptilien, enfin basique, en fait, ça nous permet vraiment de rester sur l'intuition. Et quand on met l'intuition et la sensation qu'on se recentre un peu au corps, en fait, on va pouvoir mener des actions qui vont peut-être, à un moment donné, on va peut-être se faire rattraper par l'environnement, ce qui peut se passer. Mais en soi, si on arrête de mentaliser nos peurs, qui finalement n'existent pas encore, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Alors, toi, tu penses, tu as une idée. Moi, et après, c'est vivre l'instant présent aussi. Ça me paraît important. Tu vois, je sais pas, être pas trop dans le passé ou dans le futur. Enfin, avoir le plan du futur, mais aussi être dans l'instant présent, justement, pour être attentif à tous les signaux, à tout l'environnement, à ce qui peut se passer, etc. Ça me paraît important. Et le truc aussi, je crois que c'est, maintenant, ça fait 25 ans que je suis dans cette dynamique-là. Et je peux aussi ancrer mes croyances sur ces miracles qui se sont déjà, miracles, tu vois, entre guillemets, qui se sont déjà déroulés. Et donc, je crois que ça aide sûrement à être plus zen maintenant par rapport à. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand tu peux avoir un doute ou que tu t'interroges sur alors déjà, est-ce que ça t'arrive d'avoir des doutes? Oui, des doutes sur quoi? Sur Est-ce que je dois y aller ou est-ce que je dois pas y aller? Est-ce que ça arrive, ça?
Oui, mais ça, c'est pas un doute pour moi. Ok. C'est une décision à prendre. Et toi, Ok. sur le fait, est-ce que je le fais ou pas? Moi, j'aime beaucoup l'idée, en fait, qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que c'est l'amour ou la peur? Donc j'essaie de voir, parce qu'il y a des deux, il y a des deux dans chaque, souvent, mais Et alors, tu le ressens dans ton corps à ce moment-là? et je le ressens, oui, dans mon corps et dans ma tête. Enfin, émotionnellement, je me dis, ok, qu'est-ce qui est le plus. Donc j'essaie d'éliminer les peurs des deux côtés, et puis je vois quelle est la. Est-ce que c'est si j'y vais par amour? Toi, c'est pas un calcul. Il y a pas d'autre chose comme calcul. C'est vraiment l'intuition et le C'est l'amour ou ressenti. la peur. Ouais, exactement. Ouais, l'amour ou la peur. Alors, c'est rigolo ce que tu me dis parce que, enfin, je sais pas si tu l'as fait exprès ou pas, mais tu m'as exprimé le fait que tu arrivais à revenir sur des expériences passées qui t'ont amené à quelque chose. Donc, c'est comme si, en PNL, on parlerait d'ancrage, en fait, de Oui. ressources. Donc, tu vas vraiment, c'est ça? C'est exactement Oui, c'est ça, c'est tous C'est- mes ancrages. Donc, au moment où il pourrait, où mentalement, tu pourrais te poser une question, hop, tu te remémores de tes succès ou de tes expériences qui t'ont permis de passer à l'action d'une certaine façon, c'est ça? Oui. Et aussi, tu vois, enfin, l'histoire que j'adore, tu la connais, mais c'est l'histoire du fermier un jour qui est dans son champ et une de ses juments s'échappe et les voisins disent mauvaise nouvelle et le fermier dit bonne ou mauvaise, difficile à dire. Le lendemain, le cheval revient avec 4 juments sauvages. Là, les voisins disent bonne nouvelle. Et le fermier dit bonne ou mauvaise, difficile à dire. 2 jours plus tard, le fils du fermier veut monter une de ses juments, elle se cabre, il tombe, il se casse la jambe. Là, les voisins disent mauvaise nouvelle. Le fermier dit toujours bonne ou mauvaise, difficile à dire. Et puis, une semaine plus tard, des soldats se présentent à la ferme pour enrôler de force tous les jeunes de la région. Mais voyant le fils blessé, ils passent leur chemin. Et là, les voisins disent bonne nouvelle. Et le fermier, de nouveau, répond bonne ou mauvaise, difficile à dire. Et moi, pour moi, ça, c'est vraiment ma philosophie aussi, c'est je fais, peut-être c'est bien ou c'est pas bien, ou ça va être bien, mais peut-être que quelque chose de pas bien va entraîner quelque chose de bien après, qui va, donc, j'essaye vraiment aujourd'hui de détacher des conséquences positives ou négatives, tu vois, de la bonne ou de la mauvaise nouvelle. D'être vraiment dans l'instant, quoi. D'être dans l'instant, dans le kayak et de vivre de vivre ces moments-là. Bon, tu parles de kayak, Ah oui, je vous invite, c'est pas grave, je vous invite à lire donc Parabole du kayakiste, puisque dans ce kayak, ça nous permet de prendre un petit peu d'autres chemins et finalement d'aller de toute façon quelque part à cet objectif qu'on a envie de... On sait où la vie nous mène. Hein. Exactement. On sait où est la mer, mais on ne sait pas comment y arriver. Exactement. Et tu nous parles d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans ce bouquin-là ou dans tes spectacles ou même dans les ateliers que tu animes en conférence en entreprise. Tu parles beaucoup donc de la relation à soi. On en a déjà un petit peu parlé juste avant. Et finalement, alors, comment tu pourrais... Quelle différence tu ferais entre la confiance en soi et l'estime de soi finalement? Et comment tu pourrais conseiller quelqu'un de remonter son estime de soi? Enfin, comment on fait? Si tu avais la meilleure solution. Mais l'estime de soi, c'est l'être, et la confiance en soi, c'est la capacité de faire. C'est comme ça que je l'ai dans ma tête. Ça, c'est pas si c'est une définition comme une autre. Et donc, l'estime de soi, c'est plus profond pour moi que la confiance en soi. Et comment aller la chercher, c'est... moi, je pense, enfin, je l'ai fait par le fait d'ouvrir son cœur, déjà, pour moi. Aller voir ses blessures du passé, voir d'où viennent justement les freins qu'on peut avoir, qu'est-ce que nos parents ont pu nous dire quand on était enfant, essayer de nettoyer toute cette pollution qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Installer des croyances. C'est ça. Sur nous-mêmes, notre relation à nous-mêmes. Donc ça, c'est nettoyer ça. Être aussi de pouvoir côtoyer des gens qui croient en toi, ça aussi, c'est à un moment donné, c'est utile. J'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent, et à un moment donné, j'ai côtoyé quelqu'un qui croyait plus en moi que moi-même. Donc le truc, c'est qu'on peut pas s'appuyer sur eux, évidemment, mais ça peut être quand même utile d'avoir ça. Et c'est ça tout le travail que tu fais dans les différents cercles dans lesquels tu es. Mais c'est ça aussi. Enfin, c'est tout un travail d'accompagnement. Donc ça, c'est de remonter cette estime de soi. Et quand tu as une meilleure estime de soi, je pense que tu as naturellement beaucoup plus facilement confiance en toi. Et aussi une meilleure relation avec les autres du même fait. Exactement. Parce que pour être bien avec les autres, il faudrait être bien avec soi-même. Avec soi-même. Évidemment. Et d'ailleurs, tu parles de la bonne pratique du kayak. Tu dis que c'est mieux connaître nos envies, mieux connaître qui nous sommes
découvrir nos blocages et gagner en estime de soi. C'est ce que tu nous expliques. Et toi, le kayak, pour reprendre en 2 minutes, l'idée c'est que depuis les 30 Glorieuses, on a grandi à l'abri d'un barrage de la sécurité sociale, des caisses de retraite, de la sécurité de l'emploi, de tout ce qu'on a construit, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, on avait une telle insécurité dans la rivière que c'était horrible. Donc c'est tout à fait légitime d'avoir eu envie de sécurité. Autant les besoins humains, on a besoin de sécurité, mais on a aussi besoin de liberté, mais on a aussi besoin de sécurité, c'est important. Et donc on a construit ce barrage, la communauté européenne, etc., enfin tous ces trucs-là. Et avec la croissance économique, le niveau du lac a monté assez rapidement, et donc il y a de plus en plus de place pour tout le monde, donc c'était agréable de pouvoir se balader en barque, on pouvait aller découvrir des nouveaux domaines, puisque c'était de plus en plus grand. Et puis la barque, on pouvait l'aménager avec toutes les nouvelles technologies qui arrivaient, les aspirateurs, les machines à laver et tout, donc c'était top. Et donc on a appris en fait à vivre notre manière de vivre, ça a été une balade en barque au bois de Boulogne. C'était plus un kayak un peu instable où il faut. Alors c'est agréable, mais le problème du kayak, enfin il y en a eu deux. Le premier, c'est que à un moment donné, le barrage a commencé à se fissurer en 73, donc le niveau du lac est en train de descendre et donc on n'est plus en train d'agrandir. On a peur de perdre sa parcelle et la barque devient un peu de plus en plus moisie parce que les fins de mois sont plus difficiles aujourd'hui, etc. On voit que le niveau de vie est quand même global. Alors il y en a qui s'en sortent bien parce qu'ils sont parvenus à agrandir leur parcelle encore, etc. Et parfois justement de manière totalement le néolibéralisme a poussé des gens à avoir des parcelles tellement grandes qui sont totalement démesurées par rapport à tout plein qui sont au bord du lac, un peu dans la vase. Donc ça crée beaucoup de tensions et de violence et d'inégalités. Et pourtant, l'idée aussi quand même du lac, c'est que c'est chouette à un moment, mais à un moment donné, tu es quand même en train de tourner en rond dans ta parcelle. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, la peur de mourir nous empêche de vivre. Et qu'il y en a de plus en plus qui ont dit, mais moi, j'en ai marre de tourner en rond. Moi, j'ai envie d'aller découvrir la vie. Enfin, je crois que c'est aussi ancré. Ce besoin de liberté est aussi très présent. De plus en plus. De plus en plus. Ouais. Parce qu'on se rend compte que la sécurité n'existe plus là-dedans. On nous vend un truc qui ne fonctionne plus. Donc, on a même tellement plus le choix maintenant. Non seulement, je crois que c'est plus agréable d'être dans la rivière, mais en plus, on n'a même pas le choix parce que maintenant, la sécurité. Avant la sécurité, tu pouvais encore la vendre en disant oui, ok, bon, tu tournes un peu en rond dans ta parcelle. C'est comme la parabole du chien et du loup de La Fontaine. Donc tu es grassement entretenu et tout ça dans ton barrage, ça peut être chouette, tu vois, mais à un moment donné, bon, tu tournes en rond. Mais là c'est même plus chouette. Là, donc évidemment que le barrage, la rivière a de plus en plus d'adeptes et d'attraits. Mais c'est vrai que quand tu es dans la rivière, tu es dans un kayak, il est plus instable et tu as intérêt à être un peu plus vif à toi-même. Donc tu dois avoir une bonne confiance en toi, une bonne estime, enfin, pour pouvoir naviguer, tu dois avoir l'intuition de savoir où tu vas te diriger. Enfin, donc tu dois développer plein de qualités qui n'étaient plus du tout utiles sur le barrage. Bien sûr. Donc c'est là le changement sociétal, à mon avis, dans lequel on est aujourd'hui. Complètement. Et alors, puisqu'on a développé notre estime de soi et qu'on est mieux avec son propre regard, quand tu nous parles, parce qu'on va revenir un petit peu sur Mars et Vénus quand même, de la relation à l'autre, il y a quelque chose en soi, en développement personnel ou en accompagnement, c'est souvent la perception de l'autre. Souvent, on écoute beaucoup son dialogue interne, mais en fonction de ce qui se passe de l'autre côté, on se met difficilement dans la position, dans les baskets de l'autre. Ce qui fait que notre communication, elle peut être mal interprétée et forcément notre relation aux autres, parfois un peu compliquée. Donc, tu en parles très bien dans le couple, avec les hommes viennent de Mars et de Vénus. Mais ça marche dans le couple, mais ça peut marcher en soi, partout, en entreprise, en équipe, à l'école. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de tout ça? Moi, c'est vrai que c'est un truc qui est essentiel pour moi, c'est d'être dans la communication, plutôt dans le questionnement que dans le jugement, ou d'être dans la compréhension plutôt que dans le jugement. Et bon, les réseaux sociaux parfois nous poussent à être dans le jugement péremptoire de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou ça il faut, et la société dans laquelle on est. Mais je pense que c'est hyper important aujourd'hui, plutôt que d'essayer de combattre les idées de l'autre, d'essayer déjà de les entendre, de les comprendre, de voir pourquoi. Enfin, moi ce qui m'intéresse et m'amuse, c'est vraiment ce lien qu'on peut créer. Je sais pas si tu as vu, il y a je sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça m'a beaucoup touché. Il y a Dieudonné qui a
bon, qui est le paria, c'était dans les médias, etc. Mais donc il a fait une demande il a fait un droit de réponse sur Légende et par rapport à Ali qui avait dit deux trois trucs. Et ce qui est frappant, c'est qu'en 3 jours, il est 3 millions de vues parce qu'il est dans cet esprit. Alors avec ce qu'il est, mais dans un esprit de compréhension et d'ouverture, tu vois. Et j'ai l'impression que, ça marche. Il y a une certaine demande, tu vois, par rapport à ce type d'ouverture. Ce type d'ouverture là. Donc finalement même de lever les filtres du langage aussi. Alors. Ouais. Et d'essayer vraiment tout. En fait, la difficulté, c'est que ce que tu dis, pour moi, entre Mars et Vénus, c'est évident, mais c'est partout. C'est que les mots qu'on utilise sont les mêmes, mais la signification qu'on leur donne n'est pas la même. Tu vois, donc déjà, soyons d'accord sur ce que ça veut dire pour toi. Et peut-être que l'incompréhension vient juste d'une interprétation différente. Ouais. On en parlait tout à l'heure en off, de l'importance des mots. Alors, bon, toi, tu en parles vraiment dans la relation de couple sur scène. Tu nous fais beaucoup rire, on apprend beaucoup de choses, mais sur soi aussi. Et sur l'autre aussi, et comment l'autre peut avoir aussi un système de pensée qui est différent du nôtre, comme tout à chacun. Mais c'est ça, c'est la richesse de la mais c'est aussi le langage qu'on peut avoir sur nous-mêmes. C'est-à-dire que tous les mots qu'on utilise à notre propre égard sont hyper importants. Et c'est vraiment, mon mantra, c'est être attentif à la petite voix qu'on a tous à l'intérieur de nous. Cette petite voix qui juge, qui nous commande, qui nous critique à longueur de journée et tout, qui vient souvent de nos parents, de nos professeurs, de ce qu'on a pu faire, d'un conjoint qui était pas toujours sympa ou quoi. Donc, et on voit à quel point en fait c'est on reste toujours avec cette petite voix là. Par exemple, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais il disait, je serais, comme on disait tout à l'heure, je pourrais être fier de moi quand j'aurais gagné autant d'argent, parce que c'est ce que mon père m'avait dit, mais la petite voix elle reste la même. Donc autant que quoi qu'il gagne, tu pourras être fier de toi quand tu auras fait plus. Et c'est toujours, tu seras fier de toi quand tu auras fait plus, mais c'est jamais assez en fait à un moment donné. Et donc tu pars dans une course comme ça à cause d'une petite voix qui est là, qui était dite il y a 50 ans ou 60 ans et qui sert plus à rien maintenant et qui est en train de te détruire. Donc cette petite voix là, c'est fondamental justement d'être bienveillant envers soi. Mais bienveillant, c'est pas d'être béni oui, dire oui à tout. Non, c'est juste de t'encourager aussi, de dire là tu t'es planté, mais c'est pas grave. C'est pas dire que tu t'es pas planté, c'est dire ok, ça a loupé là, mais trouve une solution. Tu peux rebondir, tu peux faire ci, tu peux faire là. Tu te bouges. Exactement. Alors Paul, on arrive à la fin de ce podcast, de cet entretien. Alors le Paul d'aujourd'hui, je sais qu'il est dans l'action. Le Paul, il a dit qu'il s'imaginait pas trop loin, mais on sait jamais. Si tu devais placer justement une intention pour demain, pour toi en ce qui te concerne, où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu fais? Une intention, où est-ce que je enfin vraiment, voilà. Aujourd'hui, tu pars sur scène bientôt. Encore, tu retournes en tournée toute l'année prochaine. D'ailleurs, il y a tout un tas de dates qui est prévu sur 2025 à Paris, je sais, à Bobigny, au Canada, un peu partout. Donc allez le voir, n'hésitez pas. Vraiment, passez un bon moment. Allez-y en couple, ça vaut le coup. Mais au-delà de ça, donc quand je te parle d'intention, c'est si tu devais placer une intention ou finalement, l'essence même de, tu vois, on pourrait dire ta mission ou mais ma mission, c'est de partager. Je me sens vraiment comme un passeur d'idées. Et donc, je l'ai sur le couple, oui. Je l'ai aussi justement sur le fait de se changer de l'intérieur. Et donc là, je suis sur un spectacle que j'ai commencé avec un jeune qui avait fait de la prison. Et on a construit un truc qui est vraiment chouette maintenant et qui est en train de se monter, mais de voir l'impact que ça on l'a fait, on l'a joué en prison pour mineurs il y a quelques semaines. Mais donc de voir l'impact que ça a pu avoir déjà et sur des officiels qui étaient là, des fonctionnaires, de directeurs de département, etc., qui ont dit mais ça nous touche aussi nous. Enfin, tu vois, donc justement de retrouver, essayer vraiment de permettre aux gens de prendre conscience de l'importance de cette petite voix et de lâcher notre colère ou de lâcher la tristesse qu'on a chacun en nous. Tu vois, moi je vois tout ça comme
Quand tu restes avec toute ta colère, ta frustration, ton mal-être, c'est comme si tu serrais le poing sur un paquet de braises incandescentes de tout ton mal-être. Et donc l'idée, à un moment donné, quand tu ouvres ton cœur, en fait, tu ouvres la main pour se laisser tomber les braises. Mais trop souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'alcool, de la drogue et tout pour essayer d'endormir le mal, en gardant le poing bien serré sur notre frustration, sur notre colère et sur notre tristesse. Donc prendre le risque d'ouvrir la main pour laisser tomber ça. Donc ça, c'est une attention. Et puis aussi de côté environnement et évolution de la société aussi, avec ma parabole du kayakiste. Là, j'ai vraiment aussi envie d'apporter moi ma petite voix sur le kayak et la rivière pour comprendre ce changement et participer à ce changement sociétal dans lequel on est. Merci infiniment pour cet échange et ce dernier message plein de lumière que tu nous offres. À très bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.